Bonjour à tous. Bonjour Charlotte. Salut Bonjour. David. Salut Léo. Salut. Bienvenue au webinaire. Merci. Merci. Alors, je vais mettre là un petit peu de monde. Hop. Alors, bonjour Michel, bonjour Marie. Ah oui, on a déjà pas mal de monde qui se connecte. Ah. On a perdu Charlotte. Charlotte, avec l'émotion, est partie d'un coup d'un seul. Je me déconcentre. Est-ce que Charlotte revient? Espérons. Espérons. En tout cas, on ne vous voit pas, mais on vous dit à tous bonjour. Bonjour. Bienvenue. N'hésitez pas à interagir. Vous avez normalement une fenêtre de chat sur votre côté de l'écran. N'hésitez pas à dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous êtes là. Et encore merci, merci d'être là. Désolée, je suis de retour. Petit problème. Salut Charlotte. Yes. Allez, Ok. on va pouvoir démarrer. Salut Pascal. Hop, alors, tout est bon, la presse est là. Salut Flora. Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents et d'avoir répondu aussi nombreux pour ce webinaire. Donc, aujourd'hui, c'est Agicap qui organise le webinaire. Donc, on est accompagné de PayPlug, qui est notre partenaire technologique. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir Léo Simala, qui est cofondateur de Plantes pour tous, et qui va venir nous partager un petit peu son histoire, le business model et quelques tips sur justement comment développer une croissance saine grâce aux bons outils de pilotage. C'est la thématique qu'on a choisie aujourd'hui pour ce webinaire. Super, merci beaucoup. Merci à tous. Alors, juste quelques informations avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc, le webinaire est enregistré. À la suite de la séance, vous recevrez un lien vers le replay. Donc, vous pourrez évidemment le partager si vous pensez que d'autres personnes pourraient être intéressées par ce webinaire. Je pense que je n'ai pas besoin de le préciser. Vous l'avez tous découvert. On a une petite fenêtre de chat en bas à droite qui vous permet de poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, même pendant la présentation, si vous avez des questions en lien avec PayPlug, Agicap ou même Plantes pour tous, n'hésitez pas à poser vos questions. On rebondira pendant le webinaire et on reviendra sur les questions aussi à la fin. Alors, pour les intervenants, David, je vais te laisser te présenter. Avec plaisir. Merci. Bonjour Charlotte et merci de l'invitation. Avec plaisir. Enchanté tout le monde. Je m'appelle David, c'est écrit. Je m'occupe des partenariats techniques chez PayPlug et j'ai rejoint l'entreprise il y a maintenant 3 ans. PayPlug, c'est une société qui existe depuis bientôt 10 ans. On va fêter nos 10 ans là dans 2 semaines. Mais ça a vraiment explosé il y a 5 ans. On est une ancienne start-up et il y a 5 ans, on a été racheté par un groupe bancaire, Natixis, et depuis, on a pas mal explosé. Aujourd'hui, on a environ 130 collaborateurs et on a la mission de démocratiser le paiement par carte pour tous les commerçants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour les commerçants en ligne, on a une infrastructure sécurisée qui s'intègre directement dans leur site et qui accepte des paiements. Et pour les commerçants en magasin, on est fournisseur de terminals électroniques sur lesquels les clients finaux règlent en carte bleue. Et ce qu'on dit souvent de PayPlug, c'est que c'est une solution assez évolutive qui convient aux entrepreneurs qui se lancent. Moi, chez PayPlug, je fais environ 500 lancements d'entreprise tous les mois. Mais c'est une solution qui est assez solide pour convenir à des sociétés plus établies, des plus grosses PME qui génèrent plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Merci Voilà. David. Super. Merci beaucoup, David. Je vais me présenter. Du coup, je m'appelle Léo. Je suis un des cofondateurs de Plantes pour tous. J'ai créé Plantes pour tous il y a 5 ans avec Julien, mon associé, dans un but de rendre accessibles les plantes et particulièrement dans des milieux urbains où le choix et le prix étaient pour nous un vrai bloquant. On avait cette ambition avec cette idée qui était au début très simple de proposer des jardineries éphémères sous le nom Grande Vente de Plantes. C'est aujourd'hui un modèle économique qui fonctionne très bien chez nous et qui représente encore beaucoup de l'activité. Aujourd'hui, Plantes pour tous est présent dans à peu près 5 pays en Europe, principalement en Allemagne et en France. Notre but et notre ambition, c'est de devenir la jardinerie de demain, la jardinerie du centre-ville, une jardinerie proche de ses clients et une jardinerie qui offre toujours le meilleur rapport qualité-prix. Donc un petit mot pour Agicap et PayPlug. Agicap est donc aussi un partenaire qui était essentiel à la croissance de Plantes pour tous.
et qu'il l'est encore aujourd'hui, et qu'il sera, je pense, encore beaucoup. Et PayPlug est un des partenaires aussi technologiques de Plan pour tous pour son e-commerce. Voilà, c'est deux partenaires très forts et je suis très content et ravi de cette invitation. Et voilà, merci beaucoup. Merci Léo, c'est nous qui sommes absolument ravis de t'avoir aujourd'hui. Et donc pour terminer sur Agicap, donc Charlotte, moi je fais exactement le même métier que David côté Agicap. Donc je suis responsable des partenariats avec un focus très particulier sur les partenariats technologiques. En gros, technologique, ça signifie, on vient parler surtout de la partie intégration, donc toutes les outils qu'on va pouvoir brancher dans Agicap, autres que les comptes en banque, et qui vont permettre de faire remonter de manière automatique et native toutes les données financières que vous avez dans vos outils de gestion. Donc typiquement, PayPlug est un partenaire technologique puisqu'on vient brancher PayPlug dans Agicap, on fait remonter les flux de PayPlug et comme ça, vous avez le détail de tous les paiements avec les frais associés qui remontent dans Agicap. On reviendra un peu plus dans le détail après sur la partie complémentarité des outils. Et donc, Agicap, c'est un outil de suivi et de pilotage de la trésorerie qui vous permet, grâce à l'automatisation de la collecte de données, d'avoir une vision passée, présent et future de la santé financière de votre entreprise. Et donc, ça vous permet évidemment de prendre les bonnes décisions au bon moment pour votre activité. Donc, au programme aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le détail du business model de Plan pour tous pour comprendre un petit peu d'où est-ce que vous êtes parti, où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous voulez aller surtout. Ensuite, on vous donnera quelques petits conseils sur le suivi de trésorerie, tips qu'on a l'habitude de donner à nos clients pour qu'ils puissent se piloter sainement et au quotidien. On fera un petit focus aussi sur la complémentarité des outils et notamment la complémentarité entre Agicap et PayPlug. Et on se réserve 10 minutes à la fin si vous avez des questions, évidemment, sur ce webinaire. Léo, je te redonne la main, du coup, sur la présentation de Plan pour tous. Ouais, super. Merci beaucoup, Charlotte. Alors, c'est vrai que quand on me demande qu'est-ce que c'est Plan pour tous, ça naît vraiment de cette frustration qu'en ville, on n'avait pas ce choix, cette possibilité et surtout pas le prix d'acheter des plantes. Et aujourd'hui, bon, tout un tas d'autres produits reliés à la jardinerie. Donc le modèle de Plantes pour tous, le modèle économique de Plantes pour tous, il a été créé par une échelle micro et après par une répétition d'échelle micro. C'est-à-dire, quand on a créé ce concept, pour nous, il était évident déjà de le faire rapidement. C'était une des croyances et qu'on a encore aujourd'hui beaucoup, c'était que l'acte de faire est plus important que le résultat final. Le résultat financier ou qu'importe, puisque en fait, vous commencez à itérer et dès que vous commencez à itérer, vous commencez à créer de la valeur et surtout, vous commencez à générer des modèles qui sont réels. Je le dis très régulièrement, en toute honnêteté, Plan pour tous est né sans un business model établi, sans un business plan établi. On l'a créé parce qu'on pensait qu'il y avait un vrai problème et qu'on devait le résoudre. Donc, Plan pour tous est né il y a 5 ans d'une idée très simple qui était de vendre des plantes pas chères en ville. À la suite de ça, très vite, l'idée de faire ça dans des lieux éphémères, de créer ce qu'on appelle des pop-up stores est venue très régulièrement pas par décision, mais en fait par obligation. Nous n'avions pas le choix, économiquement, nous devions faire ça. Et avec ça, on prend tous les éléments d'une vente, on essaie de les mettre dans un condensé de 2 à 3 jours, et ensuite, on voit ce que ça donne. On pose la question on pose aussi très régulièrement la question, et peut-être que vous la posez, comment fait-on pour avoir des prix aussi bas? La réponse est toute simple, c'est qu'en fait, on abaisse nos taux de marge et on voit le résultat à la fin et on se donne le choix de prendre des décisions qui vont avec. Voilà pour la courte introduction. Donc, le problème était très simple. C'est un secteur, encore une fois, aujourd'hui, qui n'est plus adapté aux besoins. On parle souvent de marché éclaté ou de ces choses-là. Je pense qu'il est important de le reprendre, ces termes-là, mais avec les consommateurs. Aujourd'hui, dans toutes les grandes villes d'Europe,
Et le constat était au début à Paris, et disant à Paris, le problème est, mais en travaillant sur un terrain et un territoire beaucoup plus vaste, le problème européen est que le prix des plantes en ville est très cher, la proximité des lieux de vente sont très éloignés des bassins de clients, l'offre est petite, voire ridicule, et le choix est quasiment inexistant. Voilà, ça c'était un constat qu'on avait déjà au jour 1. Et avec Julien, on s'était dit, voilà, nous, il faut qu'on propose quelque chose avec beaucoup de choix, avec des prix attractifs, un bon rapport qualité-prix. Avec cette simple idée, vous commencez à itérer quelque chose. Et du coup, vous commencez à créer un modèle économique en le planifiant, mais d'une manière différente. Quand je vous ai parlé de la solution d'essayer, je vous ai ressorti quelques images d'archives des premiers événements de Plan pour tous. Quand vous avez ce constat précédent de la slide d'avant et que vous essayez quelque chose qui est somme toute pas du tout parfait en termes d'opération, en termes financiers, en termes de tout, de communication, de marketing. En fait, quand vous essayez quelque chose et vous avez un constat qui est réel, vous avez ce genre de réaction. Et là, ces 3 photos montrent qu'il y avait un besoin, qu'il y a toujours un besoin qui est énorme, qui est de décorer ses intérieurs, de pouvoir jardiner chez soi, dans des petits appartements, etc. Donc là, on arrivait dans un bassin de population, aussi bien à Bordeaux qu'à Paris, qu'à Lyon, qu'à Toulouse, qu'à Bruxelles, qu'à Berlin, qu'à Londres, qu'à Varsovie. Vous arrivez avec un vrai besoin. À partir de là, vous essayez de transformer quelque chose qui devient un vrai concept, un vrai modèle économique. Et à partir de ça, vous avez la possibilité de vous entraîner dans des choses beaucoup plus sérieuses, etc. Moi, je suis quelqu'un d'assez terre à terre et je pense que tous les modèles économiques qu'on essaie de projeter sur des tableaux Excel, sur des scénarios qu'on essaie de créer, c'est très bien et c'est important de le faire, mais la nécessité de faire au début est tellement plus importante et vous fait gagner tellement plus de temps par rapport à ce que vous essayez de projeter. Et votre but, votre ambition quand vous êtes entrepreneur, c'est de créer des choses, de transformer des choses. Voilà. Donc, on savait que c'était un marché très gros. On savait qu'il y avait des frustrations communes chez beaucoup de clients. On savait que les points de vente étaient très éloignés des villes. Et on s'est dit comment résoudre ce problème-là. Voilà. Ça, c'était une des premières choses. Aujourd'hui, je vais vous reparler très rapidement de Plan pour tous, de son évolution, de ce que c'est devenu. Vous avez maintenant le point de démarrage, de qu'est-ce que c'était au début et les premières années, etc. La découverte des modèles économiques, peut-être engendrer un peu de cash au début pour pouvoir faire ces choses après. Donc, on a parlé des événements. Aujourd'hui, Plan pour tous réside sur 3 modèles économiques forts, rentables, qui sont les événements, comme vous avez pu voir. Aujourd'hui, nous organisons plus de 300 événements en Europe, à peu près 150 en France, le reste en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, au Royaume-Uni, un peu en Espagne et dans d'autres pays, j'espère bientôt. Ces jardineries apparaissent et disparaissent dans les cœurs de ville, tout le temps le temps d'un week-end, sur 2 jours, et ensuite disparaissent. C'est un moteur économique de Plan pour tous qui nous permet de générer du cash et nos projets aujourd'hui. Plan pour tous est une société 100% autofinancée encore aujourd'hui, détenue par ses 2 fondateurs, qui a créé un peu d'endettement, comme toutes les boîtes, mais qui contrôle son cash flow tous les jours. À la suite de ça, notre idée était de créer d'autres modèles économiques parce qu'on savait qu'on devait créer plusieurs modèles économiques pour pouvoir créer de la stabilité dans l'économie de notre société. On a voulu créer des jardineries permanentes parce qu'il nous semblait bon et judicieux de faire ça. Ces jardineries donc, sont des jardineries urbaines. Pour l'instant, vous en retrouvez que 2, une à Paris, sur le canal Saint-Martin, et une à Lyon, place Bellecour. Ce sont des lieux de vente permanents qui sont ouverts quasiment tous les jours, qui ont des grandes amplitudes horaires. Vous retrouverez beaucoup de produits avec aussi des bas prix,
rapport qualité-prix, du conseil pertinent, etc. C'est un deuxième modèle économique. Et comme le premier, les événements, nous avons été à la recherche de ce modèle-là. Quand nous avons pris ce premier local que vous voyez en photo au milieu, qui est sur le canal Saint-Martin, il y a plus de 2 ans et demi, on a simplement loué ce local vide en se disant, on va essayer de faire une jardinerie, mais on ne sait pas comment le faire. Du coup, on va essayer. On a essayé une première fois. Le Covid est arrivé. À la suite du premier confinement, nous avons créé un deuxième modèle à l'intérieur qui était lui beaucoup plus pertinent, qui était lui beaucoup plus fonctionnel, qui plaisait beaucoup plus aux clients, qui était largement plus rentable, etc. Et ça revient encore une fois à la première idée que j'ai des modèles économiques, c'est que on a essayé de faire en premier lieu avant de concrétiser, d'améliorer. Donc, il faut toujours, pour moi, essayer de faire, qu'importe l'échelle, avant de vouloir étendre, scaler, etc. Aujourd'hui, pour vous parler de 2 mots de ça, Plan pour tous se veut un des futurs leaders de la jardinerie en Europe d'ici ces 5 prochaines années. Nous avons l'ambition de créer au moins 20 magasins ces 5 prochaines années. Mais la nécessité de créer la possibilité de créer ces magasins-là part par les 2 ans de laboratoire, de magasins pilotes qui ont été faits il y a 2 ans dans cette jardinerie-là à Paris. Sans ça, nous n'avons pas de modèle économique bien établi, nous n'avons pas toute la finesse, la collecte de data comme on peut le faire aujourd'hui, la pertinence RSE qu'on a aujourd'hui, etc. Et le troisième modèle économique de Plantes pour tous, le e-commerce, donc un e-commerce traditionnel, j'ai envie de dire, avec beaucoup de conseils de plantes à l'intérieur. Ce site, d'ailleurs, est à la base un site de conseil de plantes qui est devenu un site e-commerce qui engendre énormément de trafic. C'est un site qui se veut aussi grand public, qui livre partout en France. C'est la troisième branche de Plantes pour tous qui est la moins grande, mais qui est la plus visible finalement, puisque vous êtes des milliers à vous connecter dessus chaque jour, autant que des visites en magasin. Voilà. La slide d'après montre les 3 piliers de Plantes pour tous avec petite phrase là-dessus qui est de dire c'est un cercle vertueux. Et effectivement, il y a 5 ans, on s'était dit avec cette idée un peu folle de vouloir créer un modèle qui fonctionne totalement en autonomie à travers 3 piliers économiques totalement reliés entre eux. Je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intégration verticale, de ce genre de choses, etc. Moi, je pense plus qu'un cercle vertueux est quelque chose de plus logique, puisque chacun des piliers que vous voyez aujourd'hui sert l'un et l'autre réellement. Et donc, il y a eu un premier modèle qui a fonctionné, qui fonctionne encore, qui en sert un deuxième, qui a financé le deuxième, qui est le retail. Les événements ont totalement financé les points retail et financeront les points retail de demain. Les deux s'échangent entre eux maintenant de la visibilité, parfois des marchandises, tout un tas de choses. Et vous avez le e-commerce qui est, lui, la partie digitale de tout ça, qui aussi nous permet de relayer nos événements, qui nous permet aussi d'attirer des clients, de convertir des clients pour les événements, mais aussi des clients digitaux et des clients aussi retail. Et en fait, ces 3 branches-là sont un réel cercle vertueux. Pour revenir sur ces, avant de parler de chiffres purs durs, puisque je pense que vous êtes là aussi pour écouter aussi un peu en chiffres comment ça se passe, et tout le monde aime les chiffres, quoi qu'on s'en dise. Pour revenir juste avant ça, l'ambition de cette boîte, c'était de créer vraiment quelque chose qui avait de la valeur autour des clients. Et je tiens vraiment à le dire aujourd'hui, parce que c'est en partant de... Alors, on peut analyser les segments de marché, on l'a fait, on le fait encore aujourd'hui, pour voir les tailles de marché, etc. Mais regardez ce qu'il y a à l'intérieur, regardez les clients qui composent ce marché-là, et pour moi, très, très, très important. Et c'est grâce à ça que cette boîte a créé une valeur assez forte et une sorte de désirabilité. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, la marque a une certaine désirabilité sur les réseaux sociaux. On est la première marque suivie dans cette industrie en France.
devant tous les grands groupes industriels qui sont Invivo, Botanique et Truffaut. Je crois que cette désirabilité, ce suivi massif qu'on a, cet engagement de la communauté, elle part par cet attrait et cet intérêt à regarder qui compose ce marché-là. Donc, pour revenir aux chiffres et l'évolution du chiffre d'affaires de Plantes pour tous cumulé, parce qu'aujourd'hui, Plantes pour tous est un petit groupe, puisqu'il agit maintenant dans 5 pays et bientôt plus, j'espère. Donc, Plantes pour tous est né vraiment d'un autofinancement pur. Avec Julien, on a commencé avec nos propres moyens, avec un peu d'endettement personnel, de love money, comme on appelle ça. Ça a été pour nous des moments où il fallait vraiment concrétiser au début pour pouvoir créer du cash flow et pour pouvoir embaucher des premières personnes. Donc, on a été, c'est vrai, au début beaucoup au four et au moulin pour essayer de compenser ça. Aujourd'hui, Plantes pour tous, c'est une société qui a une quarantaine de salariés. Il y en a une dizaine qui sont en recrutement aujourd'hui et qui se veut projeter vers l'avenir. Quand on a commencé le 1er juillet 2017, cette idée d'aller vers des stratégies à 5-10 ans, on les avait en tête, mais on ne les établissait pas autant qu'aujourd'hui, c'est vrai. Malgré tout, on avait l'ambition de faire et toujours d'aller vite, de garder cette vélocité. Et je pense qu'on la perd un peu en grossissant, et c'est normal. Par contre, il faut toujours la garder en tête, essayer toujours de la garder. Donc, Plantes pour tous a généré son premier million très rapidement de chiffre d'affaires. On a tout de suite été break-even dès le jour 1. Ça a été quelque chose d'assez établi. On n'a pas cherché à break-even à 18 mois, 12 mois, 6 mois. Ça a toujours été, on a repris un modèle économique qui était très simple, qui était celui du commerçant, celui d'acheter et de revendre. Le tout, c'est qu'on le faisait dans des terrains peut-être différents et à des fréquences totalement différentes. Et avec une volumétrie d'achat qui était aussi totalement différente. Donc en reprenant les codes des petits commerçants, mais en le faisant de façon exponentielle et scalable. Moi, j'ai toujours cru que ce modèle, Plantes pour tous, était un modèle scalable, sans le savoir que ça l'était vraiment. Mais aujourd'hui, je pense qu'il l'est encore et peut devenir beaucoup plus gros. Donc, l'évolution, vous voyez très bien ce qu'elle en est. On voit quand même cette évolution qui est progressive, qui n'est pas exponentielle, délirante, etc. Donc, quand Charlotte parlait de croissance saine, nous et moi-même, on a à cœur de vraiment garder cette croissance saine parce que je pense que c'est important de garder ça parce que ça permet d'éviter de perdre le contrôle totalement sur ce qu'on fait. Malgré tout, c'est une forte croissance. Je veux garder cette forte croissance durant ces prochaines années. Et aujourd'hui, voilà, vous avez à la fin ces différents logos qui représentent un peu l'ensemble de Plantes pour tous, donc qui est traduit dans les différentes langues dans lesquelles on agit. Pour finir là-dessus, Plantes pour tous, c'est quelque chose d'assez. Moi, je veux que ce soit quelque chose d'assez populaire, qui soit ouvert à tout le monde. Et une jardinerie, tout le monde aime les plantes, et je vois pas pourquoi une jardinerie ne serait pas ouverte à tout le monde. Voilà, pour finir sur ces quelques mots. Merci beaucoup, Léo, pour cette présentation. On a une question de Jean-Pascal qui te demande comment financez-vous les stocks en plus des investissements pour des nouveaux magasins? La gestion des stocks, c'est une très bonne question. La gestion des stocks est directement reliée à l'approvisionnement de Plantes pour tous. Alors, déjà, plus de 70% des produits qu'on vend sont des produits non manufacturés, c'est-à-dire sont des produits vivants, les plantes. Les plantes, on est dans la nécessité d'agir très vite. Au même titre que les fruits et les légumes, les plantes sont soumises à des DLC, à des dates limites de consommation. Alors, rassurez-vous, les plantes, quand elles arrivent chez vous, elles vont pas périmer. Malgré tout, quand elles sont dans un mode transport ou dans un mode magasin, elles sont quand même soumises à un moment où elles stressent, où elles sont exposées potentiellement au courant d'air, à des facteurs qui vont potentiellement les tuer. Donc, il faut aller très vite, il faut le faire de façon cohérente avec une logistique bien établie.
Pour nous, la gestion des stocks s'appuie sur une centrale d'achat, Plantes pour tous, directement pilotée des Pays-Bas, qui agit directement avec nos partenaires exportateurs, producteurs de plantes et fournisseurs, avec une rapidité d'action très rapide. C'est-à-dire que quand on organise un événement à Toulouse, 36 heures après, les plantes arrivent sur site. C'est-à-dire qu'on a cette nécessité entre 36 et 48 heures environ, entre le producteur et la vente de plantes, ce qui réaffirme notre côté à vendre des produits ultra frais et ultra qualitatifs, puisque la plante arrive chez vous finalement encore plus vite que dans une jardinerie traditionnelle. Et ça, les clients l'apprécient énormément, puisque finalement, ces produits doivent être de meilleure qualité. Donc, au début de Plan pour tous, ça a été très compliqué de gérer ça, puisqu'il fallait débourser énormément d'argent pour faire ces événements. Quand on parle d'événements, on parle d'un achat d'à peu près d'un semi-remorque, voire deux. Donc, vous avez à payer quasiment upfront de vos fournisseurs, vu que personne ne vous connaît, vous êtes personne. Et du coup, vous devez dépenser beaucoup d'argent. Mais en revanche, comme vous faites des événements très courts, au début, votre retour sur investissement il est très rapide. Et en fait, ça vous permet d'enchaîner ces micro-modèles économiques rapidement. Et ensuite, à vous de les placer comme il faut sur les bons investissements, les bons recrutements, etc. etc. Voilà. Ok, merci Léo. On a une autre question. Si j'ai bien compris, vous parliez d'une stratégie de réduction des marges lors du lancement de Plantes pour tous, stratégie qui vous a permis de proposer des plantes à bas prix. Est-ce que vous avez augmenté vos marges depuis? En prenant du recul, est-ce que ce modèle économique était gagnant? Question très pertinente. Je vais répondre en deux temps là-dessus. Oui, il nous a semblé bon de faire des prix bas. À l'origine de Plantes pour tous, notre moto, c'était 2, 5, 10 euros. Ça l'est toujours aujourd'hui, mais c'est un peu évolué. Je répondrai dans un second temps là-dessus. Pour nous, se positionner plus bas était une nécessité pour créer plus de valeur auprès de nos clients, puisqu'il nous semblait pas juste d'acheter ces plantes à ce prix-là initialement. Ces prix bas ont été, cette marge réduite ont été la base des micro-modèles économiques qu'on a créés, puisque en fait, entre chaque événement, on dégageait certaines marges, et avec ces marges-là, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, c'était ça. Donc oui, volontairement, j'ai abaissé les marges, et je le fais encore aujourd'hui, pour proposer une offre de très très bonne qualité, exceptionnelle, de les situer dans un endroit où personne n'est, clairement, et en étant bien conscient que cette marge abaissée devait servir à un investissement et à la croissance de Plantes pour tous. Aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, on subit de plein fouet l'inflation, qui est généralisée, mondiale, sur les coûts du transport, sur les matières premières, etc., dont Plantes pour tous est soumis. Je suis dans l'obligation pour la sainteté de mon entreprise et de mes salariés d'augmenter certains prix, c'est vrai, mais il a été aussi nécessaire de baisser certains. Je m'explique dans le sens où majoritairement 80% des produits qu'on vendait avant étaient sous le prix de 5, 10 euros. Aujourd'hui, notre politique de prix a un peu évolué. On passe sur du 2, 3, 5, 7, 12, 15, etc. Donc, on ouvre notre modèle de pricing list, clairement, ce qui nous permet d'avoir un choix, une proposition, une offre différente. Moi, j'ai toujours axé ça. J'ai pas voulu faire de l'augmentation de prix. J'ai voulu finalement améliorer l'offre à travers cette contrainte. Et Plantes pour tous est né d'une contrainte. Plantes pour tous agit que dans des contraintes. Et pour moi, les contraintes font les opportunités. Créer des jardineries en ville, créer des événements qui attirent 2000 clients par week-end, par événement, en plein centre-ville, ramener de la marchandise en centre-ville en aussi grande quantité. Tout ça, ce n'est que des contraintes. Plantes pour tous n'agit que dans des contraintes. Et pour moi, les contraintes font les opportunités. Cette contrainte-là, on l'a prise évidemment avec un peu de stupeur au début, parce que
quand vous avez 30% d'augmentation sur le prix de vos cartons en termes de e-commerce, et peut-être qu'il y a des e-commerçants dans la room, c'est compliqué parce que vous savez très bien que vous jouez déjà sur des marges assez basses. Quand vous avez le prix du gaz qui explose et que du coup les producteurs de plantes augmentent leur prix sur les matières, donc c'est-à-dire sur les plantes que vous achetez, c'est compliqué. Du coup, vous avez des contraintes, mais prenons tout le temps ces contraintes comme un atout. Et pour moi, les contraintes font les opportunités. Voilà. Merci beaucoup, Léo, pour cette réponse super complète. Marissa qui dit, cherchez-vous de nouveaux lieux dans le Var? Alors, on cherche toujours des nouveaux lieux. On est tout le temps en chasse. Il y a d'ailleurs 2 personnes chez nous qui chassent en permanence sur des salles, etc. Donc, n'hésitez pas à envoyer un petit email. Vous pouvez retrouver sur notre site internet. Ce que je te propose, Léo, je vais partir après sur la présentation d'Agicap rapidement pour que les personnes qui ne connaissent pas Agicap, mais par contre, après, on aura plein de questions avec David à te poser aussi. Alors, Agicap. Donc, pour ceux qui nous connaissent déjà et pour ceux qui ne nous connaissent pas aussi, le socle de base d'Agicap, c'est le suivi de la trésorerie. On est vraiment un outil de pilotage qui vous permet en fait d'avoir une visibilité passée, présente et future de votre trésorerie. Et comme je le disais tout à l'heure, ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions, d'anticiper et d'avoir vraiment une vision long terme sur votre activité. Donc ça, c'est vraiment la fonctionnalité historique d'Agicap, c'est le suivi de trésorerie. Depuis quelques semaines, on a sorti 2 nouvelles product lines, donc plutôt de nouvelles fonctionnalités. Une partie account payable, donc le paiement fournisseur, qui vous permet en fait de régler directement vos fournisseurs depuis la plateforme Agicap, et une partie relance client qu'on appelle aussi cash collect, qui vous permet de vous faire payer directement sur Agicap et d'envoyer des relances à vos clients. Donc ça, c'est 2 nouvelles fonctionnalités. Si vous allez sur notre site internet, vous aurez un petit peu plus de détails sur ces fonctionnalités. C'était une demande client qui était assez récurrente et ça faisait plusieurs mois qu'on nous demandait ces 2 fonctionnalités. Et donc voilà, aujourd'hui, elles sont live et vous pouvez les découvrir en démonstration avec nos experts produits. Alors, pour vous donner quelques petits tips sur la gestion de trésorerie, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de commencer par vous focaliser un petit peu sur les flux passés. Alors, on peut se dire quel est l'intérêt d'avoir une vision sur le passé, sachant que de toute façon, ce qui est fait n'est plus à faire et donc on n'aura pas forcément d'impact. En fait, dans Agicap, vous avez la possibilité de catégoriser vos flux. Donc, vous pouvez créer les catégories de votre choix et des sous-catégories. Et en fait, vous pouvez du coup à chaque fois catégoriser les flux qui rentrent dans Agicap, ce qui vous permet en fait d'avoir une vision hyper précise sur vos pôles de dépenses et de pouvoir du coup anticiper les flux à venir, notamment la partie engagée, et de pouvoir du coup adapter et prendre les bonnes décisions sur ce qui devrait arriver dans le futur. Sur cette partie-là, pour vous donner un exemple très concret, on a un client Agicap qui a pris Agicap il y a 2 mois. Et quand il a commencé à catégoriser ses flux, il s'est rendu compte que ce qu'il avait signé sur ses contrats, il a des machines en leasing, ce qu'il avait signé sur ses contrats ne correspondait pas au montant qui était déclaré dans Agicap. Et en fait, il s'est rendu compte qu'on lui appliquait des frais supplémentaires sur ce qui était prévu. Et donc, au final, après un rapide calcul de tout ce qu'il avait payé en trop, il s'est rendu compte que sur 4 ans, il allait perdre 25 000 €. Donc, voilà l'importance de catégoriser ses flux aujourd'hui. Donc ça, c'est plus si on est sur la vision passée. Ensuite, sur la vision plutôt présente, donc là, c'est à peu près ce qui se passe quand vous arrivez dans Agicap. Donc, vous avez votre tableau de prévisionnel, une partie vert foncé qui correspond à vos encaissements, une partie rouge foncé qui correspond à vos décaissements. Ensuite, on a une partie en plus clair, donc rouge clair et vert clair, qui correspond en fait à toute votre partie, la partie engagée, donc tout ce qu'on va venir brancher dans Agicap pour faire remonter de la donnée, typiquement vos outils de facturation, vos outils comptables. Donc, c'est ce qui va arriver dans vos comptes en banque, mais qui est encore en attente de règlement. Et ensuite, on a la partie assurée qui correspond en fait à votre prévisionnel de trésorerie, donc encaissement et décaissement. Donc, ça, c'est toutes les données que vous aurez rentrées en amont et sur lesquelles vous allez vous baser au fur et à mesure et tout au long du mois. L'objectif, en fait, in fine, c'est que les couleurs rouge foncé et rouge clair et vert foncé et vert clair viennent grignoter au fur et à mesure ces rayures pour venir atteindre ce que vous aviez prévu. Et ensuite, on a la courbe bleue qui est la courbe d'atterrissage de trésorerie qui vous permet d'avoir une vision très précise de votre cash disponible, donc l'argent que vous avez disponible,
Si vous avez plusieurs comptes en banque, on vient consolider les comptes en banque et donc vous avez une vision globale de votre trésorerie qui apparaît juste ici à gauche. Et donc, l'objectif d'Agicap, en fait, c'est vraiment d'automatiser la collecte de ces données, puisque finalement, c'est une tâche qui est à faible valeur ajoutée, qui peut être source d'erreur quand vous le faites à la main. Nous, on vient vraiment récupérer toutes les sources de données type bancaire, financière, pour venir alimenter, en fait, automatiquement votre prévisionnel de trésorerie. Et donc, ça vous permet d'avoir un suivi de vos flux en temps réel. Et vous pouvez avoir, en fait, une vision sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Vraiment, on peut aller très loin dans la vision sur Agicap. Et du coup, le conseil numéro 3 que je peux vous donner, et là, on est plutôt sur une vision long-termiste et future, c'est d'anticiper vos entrées et sorties d'argent. Alors, comment ça se passe dans Agicap? Globalement, vous allez établir donc votre prévisionnel de trésorerie. Donc, c'est le tableau qui est juste en dessous. Ensuite, vous allez pouvoir, sur ce prévisionnel, faire ce qu'on appelle des scénarios. Donc, ça, c'est la fonctionnalité un petit peu phare d'Agicap qui est très, très utilisée par nos clients. Typiquement, demain, vous voulez ouvrir un nouveau commerce en physique où vous voulez embaucher une nouvelle personne, vous pouvez créer un scénario dans Agicap fictif dans lequel vous allez rentrer vos encaissements et décaissements que vous allez prévoir pour ce scénario. Et en fait, le scénario fictif va venir se calquer sur votre scénario actuel et vous allez pouvoir voir en fait assez rapidement et de manière très visuelle si votre investissement ou votre embauche va être en lien avec votre trésorerie actuelle et si en fait votre projet est viable ou pas. Une fois que vous avez fait ce scénario, vous pouvez évidemment extraire cette donnée d'Agicap. Ça vous permet d'aller voir votre banquier ou vos investisseurs en leur disant voilà mon projet, voilà ce qu'il en est et en fonction de ce que j'ai prévu, voilà ce que ça va générer. Est-ce que vous me suivez dans ce projet ou pas? Voilà, donc ça c'est vraiment une vue d'ensemble des fonctionnalités qu'on a dans Agicap. Je pense, David, que je vais te laisser la main sur Payplug. Avec plaisir, je prends la main avec plaisir. Merci Charlotte, merci pour l'invitation et pour la presse d'Agicap. Avec plaisir. Très fan de votre produit et je suis très content qu'on soit aujourd'hui partenaire technologique. Plaisir partagé. Merci Léo au début de ta presse et merci d'avoir créé Plante pour tous. Ouais. Avant de te rencontrer, j'avais que des cactus Ikea et aujourd'hui c'est un vrai Charlie Ingalls. Aujourd'hui je suis comme Charlie Ingalls. Écoutez, moi je prends la main, je vais suivre un peu la template d'Agicap. J'ai 3 conseils pour vous. Et je vais un peu vous parler de ma petite expertise de paiement et vous montrer comment on peut faire du paiement un levier de croissance pour avoir une croissance saine et comment on peut en faire un allié dans la vie de tous les jours. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est pour faire du paiement un levier de croissance saine, c'est d'être à la pointe des tendances du marché. Aujourd'hui, l'une des dernières tendances du marché, ça va être le paiement en plusieurs fois. On a des études tous les trimestres dessus et moi, j'ai des rapports des autorités compétentes tous les trimestres dessus aussi. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde sait ce que c'est que le paiement en 3-4 fois, voire plus. Et on a des sondages qui disent qu'on estime que c'est un déclencheur d'achat pour 70% des consommateurs majeurs en France. Donc c'est un point non négligeable aujourd'hui. Et moi, je suis persuadé que dans le e-commerce, un site est moins compétitif s'il n'a pas cette fonctionnalité et que son concurrent direct permet de payer en 3, 4, voire plusieurs fois. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous fassiez. Mais ce n'est pas parce qu'on démocratise une facilité de paiement et que les gens derrière peuvent payer en 3, 4, voire plusieurs fois que le commerçant doit mettre à mal sa trésorerie tous les jours. Sur le marché, il y a des solutions de paiement garanties, comme Payplug, mais il y en a d'autres sur le marché qui garantissent le paiement pour les commerçants et qui, en fait, permettent, dès la première échéance, d'avoir la totalité des fonds, moins la commission. C'est comme ça que ces solutions se rémunèrent. Et après, c'est la solution. Donc, le commerçant, il a tout de suite son avance de trésorerie. Et après, c'est le tiers de confiance qui va récupérer les échéances dans 30, 60 et 90 jours. Donc, c'est important, quand vous vous lancez, de sécuriser votre trésorerie, même si vous faites des facilités de paiement. Un autre conseil que je peux vous donner et un autre pain point dans la vie des commerçants, ça va être la gestion des factures et le recouvrement des factures. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un cas de figure où les gens peuvent prendre leur temps pour régler les factures et ça ne va pas les empêcher de dormir, de ne pas vous avoir réglé. Mais en tant que commerçant, vous avez souvent besoin, en fonction de votre BFR et en fonction de votre business model, justement d'être réglé pour tourner au quotidien. Mais alors pour ça, il faut avoir des techniques plus efficaces. Et moi, tant mieux pour vous, j'ai un petit conseil pour le B2B, pas forcément pour le B2C plutôt. Pas forcément pour le B2B, parce que je pense que dans le B2B, le virement sera encore la tendance du marché. Et on est dans des cas de figure où c'est souvent le DAF ou le comptable qui fait les virements en fin de mois. Mais par contre, dans le B2C, on peut être plus efficace.
Aujourd'hui, on a une fonctionnalité pour digitaliser le règlement des factures et faire passer le paiement plus vite. Et aujourd'hui, déjà, aujourd'hui, comment on paye une facture? Si c'est un virement, déjà, il faut enregistrer l'IBAN dans son application bancaire. Donc ça prend du temps et ça a un délai bancaire. Et après, une fois que le client envoie l'ordre de virement, il y a aussi un délai en jours ouvrés. Et donc, si vous juxtaposez ces délais par le nombre de nouveaux clients que vous voulez conquérir tous les mois, vous êtes potentiellement à risque. Et donc, un conseil que j'ai à vous donner, c'est de passer par du paiement par carte. Si vous envoyez vos factures par email ou par une application de messagerie dédiée, rien ne vous empêche de mettre un lien de paiement ou un bouton de paiement en bas de page. Et puis après, vous avez un message un peu personnalisé en disant si vous validez cette facture, cliquez sur ce bouton pour me régler. Et c'est la même chose si vous êtes prestataire de service et que vous avez besoin d'acompte. Si vous avez besoin d'un acompte pour pouvoir aller vite et que derrière vous êtes tributaire de délais bancaires en jours ouvrés, vous êtes potentiellement à risque. Donc l'idée, c'est d'avoir une passerelle de paiement par carte. Comme ça, le client il clique sur le bouton. En moins d'une minute, il peut payer facilement. Et après, vous, en temps réel, vous êtes notifié de la réception de l'acompte ou de la réception de la totalité de la facture. Et c'est la même chose si vous envoyez vos factures par courrier. Aujourd'hui, on a plein d'acteurs sur le marché, on en connaît plein qui peuvent dupliquer n'importe quelle passerelle en ligne en QR code. Donc, rien ne vous empêche d'envoyer une facture par courrier, en bas de page, de dire pour régler votre acompte, scannez ce QR code. Il scanne le QR code avec son smartphone. C'est une habitude de consommation. Je pense que personne ne sera réfractaire. Et il peut payer rapidement. Et puis vous pouvez avancer plus rapidement. Dernier conseil que je peux vous donner en tant qu'expert du e-commerce, j'aime bien dire ça, c'est que il faut automatiser au maximum les tâches répétitives et s'arranger pour pas être tributaire. J'ai dit souvent pas être tributaire des délais bancaires. Et ce que les particuliers savent pas forcément, c'est que quand vous choisissez une solution de paiement, donc en ligne ou en magasin ou dans peu importe le canal que vous utilisez, en fait, derrière, vous choisissez un compte virtuel. Aujourd'hui, quand on est particulier et qu'on est un peu plus jeune, on a souvent un compte Lydia ou un compte PayPal. Et donc, on sait ce que c'est un compte virtuel. C'est un compte en ligne, un portefeuille virtuel qui va un peu fonctionner de manière autonome. Mais derrière, on a quand même un compte en banque, un compte réel. Donc, le portefeuille virtuel, il fonctionne de son côté. Et puis, on fait la jonction en fin de process. On se fait un virement de son portefeuille en ligne vers son compte pro, vers son compte perso. Et c'est la même chose pour les commerçants. Sauf que les enjeux ne sont pas les mêmes et les besoins ne sont pas les mêmes non plus. Mais c'est le même cas d'usage. Quand on a un compte Payplug ou un compte PayPal, tout se fait en ligne. Et après, il faut se faire un virement dans le monde réel. Et moi, ce que je conseille aussi, quand on est commerçant pour gagner du temps, parce que le temps, c'est de l'argent. Donc, assurez-vous d'avoir des équipements qui vous font gagner du temps. Puis après, débrouillez-vous pour gagner plus d'argent. C'est d'automatiser les tâches répétitives. C'est-à-dire aujourd'hui, les virements, si vous avez un BFR important et que vous avez besoin d'être alimenté en flux tendu, choisissez une solution qui est assez agile pour automatiser les virements et le faire à votre place. Ou alors, si vous avez un BFR un peu plus complexe et que vous avez un système de palier, moi, j'ai plein de clients qui veulent attendre d'avoir une certaine somme sur leur portefeuille en ligne avant de se faire un virement. Moi, choisissez une solution qui est assez agile pour vous permettre de mettre toutes ces règles au début, qui après tournent toutes seules et que vous n'ayez pas besoin de tous les jours vous connecter pour faire vos virements et puis faire ce genre de tâches. Voilà, j'espère avoir été clair et je te laisse la main, Charlotte. Super clair, merci beaucoup David. Hop, et la dernière slide de cette présentation. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est hyper compliqué de sélectionner des outils parce que quand on regarde aujourd'hui le nombre d'outils qu'on a sur le marché, que ce soit des outils de gestion de manière générale, CRM, outils comptables, outils de facturation, on a tendance à se perdre un petit peu et à plus savoir où donner de la tête sur les outils. Moi, le conseil que je peux vous donner là-dessus, vraiment, et parce que ça fait aussi partie de mon métier, prenez des outils qui sont complémentaires. C'est vraiment ça le nerf de la guerre, c'est la complémentarité de vos outils. Parce que finalement, on a tendance à multiplier des outils et au final, on se retrouve
à se connecter sur 3, 4, 5, 6 plateformes différentes qui n'ont aucun lien les unes entre les autres. Et en fait, c'est encore plus compliqué à gérer que quand on gère uniquement sur Excel. Et c'est vraiment la bataille d'Agicap aujourd'hui, c'est au-delà de développer des nouvelles fonctionnalités, c'est vraiment de s'intégrer avec un maximum d'outils. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec PayPlug. L'objectif, quand vous branchez PayPlug dans Agicap, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir un flux unique qui correspond au montant total qui se passe dans PayPlug de manière générale, on va venir en fait éclater ce montant et venir vous donner le détail exact de tous les flux entrants et sortants de PayPlug que vous allez pouvoir ensuite catégoriser dans Agicap avec les frais associés. Et c'est ça aussi la magie d'Agicap, c'est vraiment le nombre d'intégrations qu'on propose, la complémentarité avec un certain nombre d'outils, que ce soit comptable, solutions de paiement, ERP, pour vous permettre en fait d'avoir un outil qu'on peut appeler all-in-one, où tout ce qui se passe en dehors d'Agicap se retrouve malgré tout dans Agicap. Voilà. Je pense qu'on peut passer à la partie questions-réponses. On est un petit peu en retard. Je reprends. On a une question de Marissa qui nous demandait si, et je pense que c'est pour toi, David, la question, est-ce que ce sont des options disponibles sur notre back-office? Pouvez-vous me rappeler la différence avec une banque classique? Merci Marissa pour cette question. On est différent d'une banque classique parce qu'on ne fait pas le même métier. La banque classique, on ne va pas venir la remplacer, mais on travaille en complémentarité. Nous, on travaille en ligne, on accepte les paiements et on vous permet de faire des paiements aussi. Et puis après, on se connecte à votre banque pour vous faire des virements quotidiens ou en fonction de vos besoins. Et est-ce que ce sont des options disponibles sur votre back-office? Des 3 conseils que j'ai donnés, elles sont toutes disponibles sur PayPlug. J'ai bien bossé mon truc. Donc, le paiement en 3-4 fois, vous pouvez le faire depuis PayPlug. Les virements automatisés, vous pouvez les faire dans votre portail en 2 clics. Et le lien de paiement dans les factures, vous pouvez aussi le faire en 2 clics. Il y a un onglet dédié pour créer une interface de paiement et vous l'insérez dans ce que vous voulez. Super avoir répondu à votre question. Merci à vous. Yes. Léo, j'avais une question pour toi aussi de Jean-Pascal pendant que tu faisais ta présentation, qui demande si vous avez monté votre propre centrale d'achat dès le départ de la société. Très bonne question, merci Jean-Pascal pour cette question. Non, on l'a pas créé dès le début, parce qu'en fait, dans cette industrie, on travaille vite avec des exportateurs néerlandais qui, eux, c'est très simple de travailler avec eux, c'est rapide d'avoir de la marchandise. La centrale d'achat, on l'a créée il y a 1 an, mais ça faisait déjà plusieurs années que j'avais cette idée en tête de créer cette centrale d'achat, mais pas les moyens. Cette centrale d'achat, je l'ai créée, ça a un certain coût, hein. 3 salariés aux Pays-Bas, un bureau à Amsterdam, etc. Et tous les frais qui sont autour. Cette centrale d'achat, on l'a pas créée dès le début, mais on avait l'ambition de le faire assez vite. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est devenir notre propre exportateur. C'est ça le sujet de demain. C'est de travailler de plus en plus avec les producteurs de plantes, puisqu'on parle vraiment de ça. Une des motivations, et je répète, une des vraies motivations de cette centrale d'achat, c'était de pouvoir travailler main dans la main avec les producteurs de plantes. C'est-à-dire de pouvoir essayer de comprendre réellement ce qu'ils faisaient, de comprendre leur logique et de pouvoir l'adapter à celle de Plantes pour tous. Voilà. Est-ce que vous avez des plantes françaises? Avez-vous une démarche éthique? Alors, c'est une question qu'on me pose très très souvent. Merci Marissa de cette question. Oui, nous travaillons avec des producteurs français. Ne vous inquiétez pas, on est très fiers d'être français. On travaille avec PayPlug et Agicap, c'est pas pour rien. Et pourtant, il y avait d'autres choix de logiciels qui étaient pas eux de nationalité française. Non, oui, on travaille avec des producteurs français, aussi bien pour les plantes extérieures, les sapins, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'industrie des plantes dites d'intérieur en France est quasiment inexistante. Elle a disparu au fur et à mesure des années et a été remplacée par des bassins de production qui sont surtout situés en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et en Italie. Donc, malheureusement, il est impossible pour moi d'acheter des plantes françaises dites d'intérieur, ou alors à très faible pourcentage en termes de quantité. Mais le souhait, un des mes souhaits les plus importants, ce serait de travailler de nouveau avec des producteurs. Et je sais qu'il y a plein de projets agricoles en ce moment qui sont super, puisque la tech
s'intéresse enfin à l'agriculture. Donc, je suis sûr que dans ces futures années, il y en aura certains des gens un peu fous qui reprendront cette industrie qui a disparu et qui j'espère, travailleront là-dessus. Et notre démarche éthique, oui, bien sûr. Pour tous, on n'est pas juste des revendeurs de plantes. Ce serait trop facile. Ça serait trop facile et le sujet est trop important aujourd'hui pour ne pas s'intéresser à ça. Notre démarche éthique, elle se situe dans plusieurs points. La première, essayer de commander les bonnes quantités. C'est-à-dire que aujourd'hui, une jardinerie traditionnelle travaille tout le temps sur stock, en permanence, et se dit, je vais gérer mes pertes, c'est compris dans mon modèle économique, de gérer 10, 15, 12% de pertes. Et ça, c'est compris dans leur modèle économique. Moi, j'ai jamais voulu fonctionner comme ça, puisque je me disais, pourquoi travailler avec des modèles comme ça alors qu'on peut travailler avec des modèles où on peut commander les bonnes quantités de plantes tout en essayant de comprendre la consommation prévisionnelle des clients. Donc c'est quelque chose c'est un des cœurs de Plante pour tous, donc je peux pas te raconter comment ça fonctionne réellement, mais en tout cas aujourd'hui, je suis très fier de montrer ça et c'est une des vraies valeurs démarche RSE de Plante pour tous, c'est que nos taux de perte sont inférieurs à 3% de façon moyenne annuelle sur tout type de produit. Je suis très fier de cette démarche-là parce que pour moi, c'est une démarche aussi anti-gaspi, etc. Et voilà, c'est jamais agréable de jeter des plantes, très honnêtement. J'ai pas envie que ça fasse partie de mon modèle économique, très honnêtement. Et je sais qu'on peut faire des économies d'échelle dessus qui sont faramineuses. Donc, Plante pour tous, c'est aussi construit autour de ça, autour de sujets comme celle-ci. Et donc, les démarches éthiques se situent aussi parmi celles-ci. On essaye de consommer évidemment le plus de produits européens. Aujourd'hui, 95% de nos produits viennent d'Europe. De travailler avec des céramistes aussi bien au Portugal que au Limbourg, que dans différents endroits, de travailler avec des fournisseurs le maximum européen, le maximum local, travailler avec énormément de fournisseurs locaux, c'est-à-dire des fournisseurs parisiens, des fournisseurs lyonnais, des fournisseurs bordelais. Voilà, on a cette logique aussi du savoir-faire par l'approvisionnement local qu'on essaie de faire. Et cette démarche-là, pour tous, a ces ambitions-là. Voilà. Merci Léo pour cette réponse hyper complète. Moi, j'ai une question aussi. J'en profite. En plus, David a disparu alors qu'on a une question pour PayPlug. Il y a Philippe qui dit ça. Il disait combien de temps prend l'intégration du site. Alors, pour l'avoir fait, et je suis la victime dans cette histoire, nous avons transité de Stripe vers PayPlug et ça a été ultra rapide. Et ce sont des gens très professionnels qui sont à l'écoute. Et la vraie différence de pourquoi vous n'utilisez plus Stripe par rapport à PayPlug, ce n'est pas qu'une question financière, mais c'est une question aussi de relation client. C'est-à-dire que quand vous arrivez chez Stripe, eh ben, on vous prend pas pour n'importe quoi, on vous prend pas pour un mec parmi d'autres, etc. Et j'ai trouvé que c'était assez sain et assez technique. Il y a un très bon support. L'outil fonctionne à merveille et je vous encourage tous à passer là-dessus parce que c'est un très bon outil. Merci. Vous m'entendez, Charlotte et Léo? Oui, on ne voit plus, mais on t'entend. Ouais, désolé, c'est un problème de connexion. Pas de souci. Léo, moi, j'avais une autre petite question pour toi avant de répondre à celle qu'on m'a posée. Ce serait, aujourd'hui, tu as une stack d'outils de paiement, de gestion de trésorerie, et toi, tu es dirigeant de la boîte. Donc, est-ce que ces outils, tu les trouves assez faciles à prendre en main pour que tu les gères tout seul, ou est-ce que tu arrives à les déléguer à un DAF ou un comptable ou à d'autres personnes? Alors, avec le comptable externe, oui, on a une relation assez proche et c'est nécessaire d'avoir une relation très proche avec son comptable. On n'a pas de comptable en interne encore pour le moment. Peut-être qu'un jour, ce sera le cas. Donc, on a quelques échanges. Et effectivement, il y a certains ponts qui sont créés entre le comptable. Moi, comme vous en parliez tout à l'heure, essayer de limiter le maximum les tâches répétitives, c'est aussi mon boulot tous les jours. Clairement. On essaye d'envoyer on demande à nos collaborateurs, d'ailleurs, une fois par trimestre, quelles sont vos tâches les plus chronophages. C'est d'avoir une visibilité pour les réduire, parce qu'on sait que c'est une perte de valeur de dingue. Donc oui, on travaille avec un tas d'outils.
d'outils de pilotage, donc évidemment vous deux, avec la gestion de paye par Payfit, ClickUp, tout un tas de choses là-dessus. Et puis avec aussi énormément Odoo qui nous aide à créer un véritable ERP, toujours avec cette idée de la chaîne de valeur et du cercle vertueux. D'accord, merci beaucoup. Odoo qui s'intègre également à JCap, évidemment. Évidemment. Et à Payplug, bien joué. Aussi. Et à Payplug aussi. Quand même. Moi, j'ai une question, Léo. Dans toute l'histoire de Plante pour tous et dans cette croissance, à quel moment tu t'es dit j'ai besoin d'un outil de pilotage? Alors, effectivement, Payplug et Agicap, c'est complètement différent, mais à quel moment on se dit j'ai besoin d'un outil de pilotage et à quel moment on se dit il faut que je m'équipe aussi d'une solution de paiement? L'outil de pilotage, pour répondre à ça en premier, c'est quand le volume devient vraiment important. Alors, ça devient. Alors, il n'y a pas d'échelle de dire ça devient important à tel niveau. Pour moi, c'est en fonction de vous, en tant de comment vous pilotez vos activités. Je ne vais pas dire le contraire. Moi, j'ai eu vraiment un vrai besoin de savoir comment on pouvait piloter au mieux, parce que j'avais une version manuelle de ce pilotage du cash. Que j'ai toujours, ça a été le début de Plante pour tous, ça a été un des moteurs pour développer cette boîte. Aujourd'hui, Agicap m'a aidé à vraiment condenser ça dans un outil, de l'automatiser. Et avec les scénarios, effectivement, ça te projette beaucoup plus dans ce que tu peux faire. Et c'est vraiment, je vous encourage tous à essayer ça parce que ça vous aide vraiment à. C'est assez chiant à faire au début, on va pas se mentir, mais à la fin, le résultat vous donnera, vous mettra vraiment en perspective ce que vous pouvez vraiment faire, quoi. Ça vous force à imaginer des choses qui étaient plus dures à imaginer avant, et Agicap est là pour ça. Et solution de paiement, bah, on en avait besoin pour encaisser les gens, tout simplement. De manière assez évidente. Voilà. D'accord, merci. Moi, je crois que j'ai deux questions, Charlotte. J'ai une question de M. Roby, une question de M. Guilibert. Je vais faire par ordre d'arrivée. Et Jean-Pascal Roby m'a demandé, y a-t-il une différence de coût entre un encaissement via un terminal d'une banque traditionnelle et la solution Payplug? Et quel plus de Payplug VS la solution de la banque? C'est une excellente question, merci de poser la question. Je pense que le plus de Payplug versus la banque, c'est qu'on n'est pas une banque. La banque a plusieurs métiers. Ils font de la gestion de compte, du crédit, du paiement, et plein de choses. Nous, on est vraiment experts du web. On est experts e-commerce avant d'avoir été racheté par le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Donc, nous, on est sur une verticale et on le fait très bien. Notre but, c'est pas que d'accepter des paiements, c'est de vous permettre de vendre plus. Et donc, on a des fonctionnalités que certaines banques n'ont pas. Le paiement par lien, le paiement par SMS, le paiement en 3-4 fois. Donc, je pense qu'on se démarque par le fait qu'on ne soit pas une banque, donc vous avez plus de flexibilité, et par le surplus de fonctionnalités qu'on peut offrir. Deuxième chose, y a-t-il une différence de coût? Certainement, parce que je pense qu'avec les banques, les offres ne sont pas ISO et que votre coût, vous allez l'avoir en fonction de plein de facteurs, en fonction de si vous avez un crédit à la banque ou en fonction de si vous êtes un bon négociateur avec votre banquier. Donc, je ne connais pas forcément. On n'est pas sur un marché où les coûts sont ISO avec tous les clients d'une banque. Chez Payplug, par exemple, par contre, nos deux coûts sont publics. Vous allez sur le site de Payplug et on a des coûts publics. Et ça peut arriver qu'on soit moins cher ou plus cher qu'une banque. Il n'y a pas de vérité générale sur ce sujet-là. Et puis ça dépend aussi de la volumétrie que vous générez. Vous avez beaucoup plus de facilité, tu parlais de la négo, mais vous avez beaucoup plus de facilité à les négocier si vous avez un peu de volumétrie et de trafic, etc., de transactions, quoi. Voilà. C'est ça. Parfait. Exactement. Et Philippe Guilibert m'avait demandé combien de temps prend l'intégration à un site? Avez-vous des critères d'acceptation des candidats e-commerçants? Excellente question, on n'a que des bonnes questions aujourd'hui. Combien de temps prend l'intégration à un site? Le but de Payplug, c'est d'être simple. Et moi, mon métier, c'est de faire que tout se fasse en 2-3 clics. Donc, en fonction de la plateforme que vous allez choisir pour créer votre site, sur le marché, vous avez des Shopify, des PrestaShop, des WooCommerce. L'intégration se fait toujours en 2-3 clics. C'est-à-dire, vous allez dans Paramètres, prestataire de paiement, il y a une liste déroulante. Vous choisissez Payplug et vous entrez votre identifiant et votre code. Donc, et moi, c'est mon métier en plus, donc je suis challengé dessus. C'est
Toutes nos intégrations se font en 2 minutes, montre en main. Est-ce qu'on a des critères d'acceptation des candidats e-commerçants? Nous, on est inclusif, hein, on prend tout le monde, mais du moins, c'est ce que j'aurais aimé dire, mais au niveau légal, on a des restrictions. Par exemple, le CBD, je vais pas vous prendre, monsieur, si vous faites du CBD, ou des paris sportifs, ou des contenus déconseillés au moins de 18 ans. Mais c'est des choses comme ça assez basiques. Mais si vous êtes un commerçant et que vous vendez des produits, j'allais dire du quotidien, il n'y a aucune raison qu'on vous refuse. Marissa m'a demandé, peut-on l'utiliser ou le synchroniser pour un paiement en boutique? Oui, c'est le but. Vous avez un portail en ligne. Et si vous voulez commander merci à vous Philippe, et si vous voulez commander un terminal de paiement pour l'encaisser en boutique, vous le commandez et ça se synchronise. Vous avez un seul outil qui va gérer votre site internet, vos factures en direct et votre boutique physique. Il n'y a pas de quoi. Je pense qu'on va... Ah, on a une question de Philippe. Agicap, combien ça coûte? J'adore cette question, c'est ma préférée. C'est souvent qu'on l'a dans les chats. Alors, c'est très compliqué de vous donner un tarif comme ça. Agicap, c'est vraiment du sur-mesure. On va venir brancher un nombre d'outils et de comptes en banque illimité. Vous pouvez avoir un nombre d'utilisateurs aussi qui peut être assez conséquent. Donc, en fait, en fonction de tous ces paramètres, on va venir vous donner un prix mensuel. Pour vous donner un ordre d'idée, l'abonnement Agicap commence à partir de 199 € par mois. Ça, c'est le prix de départ. Et ensuite, en fonction des fonctionnalités, des paramètres, on vient affiner le tarif. Voilà. Donc, merci Sarah. Effectivement, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez découvrir Agicap et découvrir surtout les nouvelles fonctionnalités, vous avez le lien vers la demande de démo directement dans le chat. Je pense qu'on a largement dépassé les 45 minutes prévues. Je pense qu'un dernier mot, je vais être là pour ça, parce que je pense que c'est important d'avoir la clarté là-dessus. C'est que pour vous, je pense que Agicap, ce n'est pas un logiciel de compta, c'est un logiciel de gestion de cash. C'est-à-dire que c'est une façon de gérer de l'argent. C'est-à-dire c'est pas de la gestion comptable. Et d'ailleurs, quand vous parlez à vos comptables, en général, ils sont malheureusement pas trop au fait de ces gestions-là. C'est plus des gestions, on va dire, anglo-saxonnes, j'ai envie de dire, de ça. Malgré tout, ça vous donne une visibilité sur tout ce que vous faites, etc. Agicap, c'est pas donné, mais en tout cas, je le tiens à le dire vraiment, et j'ai pas eu de réduction pour ça, et je devrais en avoir une. Ça vaut vraiment le coup. On va s'arranger, Léo. Non, mais c'est sûr. N'hésitez pas à renégocier vos contrats en permanence. Et je le dis, je le dis en toute humilité, un jour avec PayPlug, ça va arriver. On attend juste un peu plus de trafic là. Okay. C'est à nous de faire du boulot, et après on viendra s'arranger. Avec plaisir. Bien raison. Non, mais c'est sûr. Et surtout, ce qu'il faut savoir aussi sur Agicap, c'est que vous avez un accompagnement. On a une équipe qui est vraiment monstrueuse côté support. Vous avez un account manager dédié. C'est totalement inclus dans le tarif de votre abonnement. Et en fait, à n'importe quel moment, vous pouvez le solliciter. C'est des vraies personnes qui sont derrière l'ordinateur et qui vous répondent et qui vous accompagnent tout au long du paramétrage. Vous n'êtes vraiment jamais seul sur Agicap. Jamais, jamais, jamais. Non, mais je tiens à le dire parce que nous, on a eu souvent des conseillers pour l'intégration de banques, des trucs comme ça, après l'intégration au début. Et vous avez un super parcours et un super service client. Clairement, honnêtement, je le dis, ils sont ultra réactifs, ça va très vite. On organise des visios si besoin, ça va vite, quoi. Donc, vraiment, là-dessus, c'est vraiment, vous êtes dans l'ultra satisfaction client, et bravo. Merci beaucoup, Léo. Merci. Eh bien, c'est top. Si personne n'a de questions supplémentaires, je pense qu'on peut s'arrêter là. Vraiment, merci infiniment, Léo. Merci, David, d'avoir été présent pour ce webinaire. Vous allez recevoir le replay juste après. Et à très bientôt. Bonne journée, bon appétit. Merci à tous d'avoir participé. Merci à tous. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonne journée, au revoir.